Bonjour à tous, un grand plaisir de vous retrouver sur ce nouvel atelier dans le cadre du All for Content 2021 100% digital. Donc, sur cet atelier, nous allons parler du PIM. Vous avez peut-être suivi l'atelier d'âme et nous allons voir effectivement comment le PIM, la place du PIM au cœur de la donnée business des marques. Je suis moi-même Frédéric Sanui, CEO d'Activo Consulting, et je serai accompagné durant cet atelier par Laurence Caron, directrice générale de Content-Serve. À toi, Laurence. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ravie de vous partager un petit peu d'expérience aujourd'hui donc sur le PIM, la gestion de l'information produit. On vous a préparé un agenda, Frédéric? Oui, alors cet agenda, nous allons dans un premier temps, bien entendu, après une présentation rapide de chacune de nos sociétés, rentrer dans le sujet et finalement aujourd'hui, après une définition, on va dire, de ce qu'est le PIM, finalement, c'est une des questions principales, surtout dans l'écosystème extrêmement riche que l'on peut avoir sur le marché, c'est comment choisir son PIM sur des aspects, bien entendu, métiers. La place du PIM est bien entendu au sein de l'organisation de l'entreprise, puisqu'on a un certain nombre d'acronymes, on parle de DAM, de MDM, de PIM. Quelle est la place du PIM? Et bien entendu, je pense que ce que vous attendez le plus, ce sont des cas concrets clients, et nous passerons effectivement, Laurence nous montrera un certain nombre de cas clients d'utilisation du PIM, et nous terminerons par quelques chiffres et quelques liens qui vous permettront de prolonger cet atelier en termes de contenu, de vidéos et de témoignages. Absolument, merci Frédéric. On démarre par Activo? Allez, c'est parti. Alors moi, je vais être assez bref. Activo Consulting, dont je suis donc le dirigeant, nous avons une approche agnostique et notre métier est d'accompagner les clients au regard de leur expression de besoin, de les aider à choisir effectivement les solutions de DAM, de PIM ou de CMS, au regard d'un certain nombre de critères que l'on va d'ailleurs retrouver dans cet atelier, et bien entendu les accompagner dans le chemin du RFP, la sélection de l'éditeur, et surtout après le process d'onboarding, de déploiement et de configuration de la solution. Alors, juste détail supplémentaire, notre cœur de métier est bien entendu le DAM, et nous faisons partie de la DAM Fondation, représentée par Marc Davy, et nous contribuons en fait au DAM, ce qu'on appelle au DAM Maturity Model, et la même chose côté US avec le CASDAM, voilà, pour apporter notre expérience au bénéfice de l'expérience client. Alors, deux petits slides pour finalement vous resituer le contexte. Dans le cas de cette pandémie que nous vivons maintenant pratiquement depuis un an, et il n'a échappé à personne, bien entendu, que le vainqueur, c'est toujours difficile de dire dans le cadre de ces conditions sanitaires, mais effectivement, on parle toujours de business, et dans ce cadre-là, le e-commerce a fait un bond exceptionnel. Effectivement, à partir du moment où on n'a plus de localisation physique des magasins, et qui parle l'explosion du e-commerce, alors que ça soit en France, bien entendu, mais partout dans le monde, plus de 70% aux États-Unis. Il faut savoir qu'en France, globalement, on était sur des progressions de 15%, on est à 30-40%. Mais finalement, ce qui va être au cœur de ces chiffres, c'est finalement le besoin d'engagement des clients et donc le besoin d'informations produits, de partage sur ces sites e-commerce. Et rien que mieux, bien entendu, que le DAM, le PIM et bien entendu le PIM pour alimenter ces différents canaux. Le deuxième, la slide suivante, bon, une chose qui peut paraître peut-être simple, mais qui est une vraie prolongation des premières études qu'on a pu voir ces dernières années, c'est-à-dire c'est tout pour le cloud. Aujourd'hui, on n'achète pas une machine, un logiciel que l'on installe, ce qu'on appelle on-premise, on va acheter un service. Et effectivement, au regard des différentes acquisitions, on peut voir que la plupart des marques aujourd'hui vont acheter un service avec une progression nette sur cette dernière année. Merci beaucoup. Quelques mots à propos de Content-Serve. Donc, je l'ai précisé tout à l'heure, nous sommes spécialistes et éditeurs de logiciels de PIM et DAM, donc gestion de l'information produit et tous les assets, qu'ils soient liés à la marque ou liés au produit.
environ 400 clients dans le monde. On existe depuis une vingtaine d'années, donc on a une bonne expérience. On est environ 375 personnes dans la société et on vous sert à partir d'un certain nombre de bureaux, donc d'une vingtaine de bureaux sur un petit peu tous les continents. On a pour particularité d'être référencé par Forrester avec une citation que vous pouvez voir à l'écran, donc avec des solides capacités de gouvernance, de modélisation de la donnée. On illustrera ça un petit peu plus tard, et surtout en fait la capacité de servir les équipes informatiques pour leur permettre d'avoir une technologie ou des outils beaucoup plus flexibles et au service des métiers. Donc pour les métiers type marketing commercial, on a une particularité supplémentaire, c'est le type de client que nous servons. Donc, dans le manufacturing, l'ingénierie, fabrication, les fabricants de marques, les marques et le luxe, le retail B2C, la distribution B2B et les verticaux émergents où on peut voir notamment de la chimie ou encore du service. Un petit exemple illustré, donc j'ai choisi Dorel avec des marques plutôt plus connues sous les noms de Maxi Cosi ou Bébé Confort, où on est chez un fabricant qui va vendre en B2B exclusivement, et peut-être qu'avec justement cette nouvelle pandémie et ce paradigme qui change complètement d'aller sur du D2C, donc du direct to consumer, aujourd'hui Dorel utilise le PIM DAM et le print de condenser pour gérer ses produits. Ces pièces détachées qu'on peut transposer dans le fashion, par exemple, sur du shop de look, imaginons, ou alors, si jamais on est plutôt dans le domaine du food, sur la recette, et quels vont être mes produits à associer. Mes contenus qui peuvent être déstructurés, qu'on va essayer de restructurer, comme des textes juridiques, par exemple, qui seraient utilisés, ou des communiqués de presse, tout ça en multilangue, et surtout avec une gestion des assets. On va hériter d'informations de l'ERP ou du PLM, donc ici un Forest Siemens, et puis on va aller alimenter le CRM de Salesforce, par exemple, ou si vous appelez la marque Dorel ou une des marques Maxi Cosi Bébé Confort, en se connectant directement à Salesforce, les personnes qui vous répondront pourront aller rechercher de l'information immédiatement à jour dans le PIM et dans le DAM. Et pourquoi pas vous fournir un guide de montage si vous l'avez perdu ou si vous ne le retrouvez pas. Et on va également exposer l'information sur le site de la marque, qui n'a pas vocation transactionnelle, comme je disais, puisqu'ils vendent en B2B et pas en B2C, donc via du Magento. On est sur des catalogues imprimés et également 3 types de services proposés, donc de l'Internet avec les sites de marque qui vont proposer du contenu institutionnel, l'histoire de la marque, l'histoire du produit, ses avantages, les plus produits. La partie marketing communication où chaque équipe de marque au sein de Dorel va avoir son propre portail pour pouvoir enrichir ses informations. Et ensuite un portail où on va exposer la donnée pour les revendeurs. Si on passe aux enjeux du marché, pour continuer, on a des facteurs de fidélisation de la clientèle qui ont nettement changé avec une augmentation des revenus générés, notamment par une expérience client que l'on va de plus en plus appeler émotionnelle. On parle de plus en plus d'économie émotionnelle et individualisée, avec une obligation de tenir compte de l'emplacement, surtout en temps de pandémie, avec un emplacement qui est plutôt à la maison. Moi, j'ai la chance d'être au bureau, donc ça, j'en profite. J'aurai mon petit papier pour repartir après à la maison. Et donc, du device, de l'heure et de l'emplacement. C'est très important, en fait, de pouvoir communiquer. On parle toujours de la bonne information au bon moment ou à la bonne personne. C'est de plus en plus vrai. Donc, sur l'évolution du digital. Donc, je ne sais pas, Frédéric, si tu veux ajouter un petit mot et ensuite… Je crois que, en tout cas, le schéma que tu as présenté, effectivement, est une parfaite représentation aujourd'hui de l'expression de besoin client. L'engagement client, il se fait par le visuel, par la personnalisation, par la distribution dans tous les canaux. Et parmi ces canaux, je pense que effectivement, c'est bien de préciser ces notions de canaux de print qui sont souvent un peu ignorées. Non, le print n'est pas mort. Au contraire, on va de plus en plus de la donnée variable, de la personnalisation. Donc effectivement, c'est un parfait. La chose que je préciserai aussi pour nos auditeurs, c'est toujours bon de se le rappeler, savoir la différence entre DAM et PIM. Le DAM a pour asset unique finalement, a pour document unique l'asset, avec un enrichissement de métadonnées, là où le PIM a pour unité de base le produit constitué lui-même de différents visuels, d'images liées, de traductions, etc. Voilà. Absolument. Merci pour cette précision. Donc, on parlait
digitalisation, je pense que l'usage de la data, ou en tout cas on brasse de plus en plus de volume de données, se dissocie sur 4 ponts différents. Donc aussi bien sur l'expérience, donc on parle d'expérience omnicommerce, bon, l'omnicanal c'est bien, maintenant il faut vraiment faire du omnicommerce, avec un parcours d'achat qu'on va voir de plus en plus individualisé, avec clairement en fait 90% des clients qui vont préférer voilà, de l'omnicommerce face à du canal unique, avec une possibilité également d'augmenter en fait les achats sur les différents canaux. On va par exemple voir de plus en plus voilà, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, le buy online ou click, voilà, et ensuite collecter en magasin, donc c'est très important. Le collecte en magasin va permettre en fait de générer du trafic encore plus quand on a voilà des magasins qui ont dû fermer pendant quelques temps. Ensuite, on a la partie opérationnelle avec la mise sur le marché. On parle souvent de time to market, hein, c'est l'accélération de la mise sur le marché des produits pour permettre aux équipes métiers, grâce à des workflows, ce qu'on appelle l'automatisation des tâches métiers, d'ouvrir, par exemple, un dialogue direct avec leurs consommateurs. On va également avoir la partie digitale sur l'innovation, avec donc de l'IoT, hein, l'Internet de l'objet, avec la possibilité non plus de commercialiser des produits uniquement, mais des produits et des services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un produit auquel je vais associer des options, je vais y associer un niveau de service avec des délais, et ceci va composer mon achat. Je ne me contente plus d'acheter simplement le produit. Et puis, bien sûr, on a un écosystème qui évolue avec des nouveaux canaux. On parle, par exemple, de plus en plus de la commercialisation sur Instagram ou sur TikTok, des nouveaux segments de clientèle, les milléniums, etc. Et au cœur de ça, au cœur de tout cela, on a la clé de voûte qui, bien évidemment, est le PIM pour maîtriser les activités digitales. Frédéric, comment bien choisir son PIM? Alors ça, effectivement, c'est la très grande question. Comme vous le savez sans doute, en tout cas, si vous suivez avec assiduité les blogs, que ce soit ceux de Content-Serve qui sont toujours très bien renseignés et fournis en livre blanc ou témoignages clients ou d'autres éditeurs. Effectivement, aujourd'hui, on arrive, je dis souvent à des clients, on a l'avantage, on a le désavantage du choix. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, quand j'étais en côté client, les solutions se comptaient un petit peu sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, on a la possibilité effectivement d'avoir un certain nombre de solutions, mais au finalement, les choses ont peu changé en termes d'expression métier. Et c'est véritablement là que c'est le plus important. Moi, je dis toujours finalement, la réussite d'un tel projet, qu'il soit DAM ou PIM, c'est 5% de technologie, 95% aussi de process humain. Voilà. Et donc, il faut toujours revenir à cette expression de besoin métier. Alors, les 10 points qu'on a pu identifier, dont on a discuté ensemble avec Laurent, c'est finalement le premier point, je pense, ne fait pas débat, c'est une expérience client remarquable. Voilà. C'est vrai que très souvent, et beaucoup de clients me disent, le PIM, c'est complexe, et très souvent, ça ressemble à une mauvaise feuille Excel partagée en ligne, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Et il y a encore un peu cette notion-là, c'est-à-dire qu'effectivement, là où le marché du DAM, on va dire, s'est popularisé en termes et au gré des technologies, offre aujourd'hui un panel d'expériences utilisateurs assez intéressante, même si la plupart, finalement, se retrouvent, j'ai tendance à dire, autour des look and feel que peuvent proposer les Adobe Stock ou les Google Like dans ce style. Mais le PIM a fait un certain bond en avant en termes d'expérience utilisateur ces dernières années. Et je pense que l'année qui va venir va avoir aussi un certain nombre d'évolutions. L'expérience client est fondamentale aussi à un moment donné pour démarrer l'onboarding métier avec l'outil. Le deuxième point, c'est une information, bien entendu, produit unifié. On a tous été finalement soumis à ce problème d'aller récupérer une information dans un mail, une fiche Excel, aller dans un ERP, etc. Là, on a de la même manière qu'on a le DAM comme source unique de contenu des assets. La source unique de data aujourd'hui, c'est le PIM, et il fait merveilleusement bien ce travail. Donc, du coup, un référencement plus qualitatif. On va pouvoir consolider la donnée, d'où effectivement l'émergence aussi de plus en plus de nouveaux métiers chez les clients en termes de data analyse, de vérification de la data. Une collaboration optimisée, de fait, avec l'ensemble des équipes métiers.
Donc, c'est le principe d'une interface collaborative et donc, du coup, une efficacité bien meilleure, une meilleure productivité. À partir du moment où on fait les choses mieux, plus rapidement, de fait, la productivité globale, et qui n'est pas négligeable. Hein. Au-delà des expériences utilisateurs qu'on évoque, qui sont toujours l'élément d'adhésion au départ, aujourd'hui, on est dans des mises à jour d'informations, de prix ou de traduction pratiquement en live, et il faut être de suite en corrélation et syndiquer ces contenus. C'est ce que tu évoquais, hein, Laurent, c'est le time to market. On est dans des délais de plus en plus courts. On est dans des marges, surtout dans la grande distribution aussi, qui sont pas évidentes. Hein. C'est-à-dire que il faut savoir que, comme vous le savez, la plupart des grandes enseignes de distribution, leurs plus grands adversaires, hein, c'est Amazon, hein, puisqu'on on en a beaucoup parlé en cette fin d'année. Donc, et on arrive finalement à une gestion centralisée aussi de toute la traduction, de tous les types de médias. Là aussi, extrêmement important. Pratiquement aucune marque aujourd'hui, à moins, en tout cas au départ, elle peut démarrer dans sa langue, mais très rapidement, on va être en français, en anglais. Et au fur et à mesure qu'on va acquérir des marchés, bien entendu, il faut avoir des capacités. Et là, les PIM ont aussi toute une agrégation d'outils de traduction automatique avec différents systèmes grâce aux services web. Donc, du coup, une digitalisation de l'offre facilitée. Et on arrive finalement à un gain en agilité pour tout le fil digital de l'omnicommerce, comme tu l'expliquais parfaitement. Donc, meilleure productivité, expérience utilisateur améliorée, et donc finalement suppression des contraintes aussi de référencement. Ça, c'est un point qui est très important aussi. Aujourd'hui, quand on connecte tous ces systèmes, c'est pas que de la technique. Il y a aussi du métier, et on va syndiquer des contenus avec des métadonnées, avec des URL spécifiques. Et j'engage toujours les utilisateurs à les regarder sur les plateformes e-commerce, comment est construite l'URL. Vous allez retrouver des mots-clés, des choses comme ça. Tout ça, le PIM va permettre d'agréger une data propre, de qualité, afin d'accélérer le commerce connecté. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Si on resitue un petit peu le PIM, finalement, tu parlais d'écosystème, de systèmes hétérogènes. On a clairement un PIM qui va se retrouver au cœur de l'écosystème des systèmes d'information. Donc si on parle de la partie print, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais on a en fait aussi le print physique, hein, le print imprimé, mais le print on demand, c'est-à-dire en fait, tout ce qui va être fiche produit PDF qu'on va retrouver très fréquemment sur les sites de e-commerce, les catalogues, et la partie gestion de l'information et de DAM. On va hériter d'informations d'autres sources, c'est-à-dire qu'on va récupérer du fichier Excel, bien évidemment, c'est pas illustré ici, mais ça va de source. Les côtés ERP, donc SAP ou autre type de ERP, on va également en fait récupérer de l'information ou en fournir au CRM ou au PLM. Et puis derrière, on va aller alimenter en omnicanal, en omnicommerce, les sites de e-commerce, les clients et les distributeurs, la partie BIM pour tout ce qui va être construction, hein, donc c'est tout ce qui va être Building Information Management, où on va préparer en fait du contenu 2D, 3D pour de la CAD ou du BIM. Et puis, on va aussi démultiplier, c'est-à-dire qu'on va aller sur des usages petit à petit avec le PIM pour des étiquettes. On va pouvoir aller alimenter de la business intelligence. On va également alimenter tout ce qui va être application et aide à la vente. Donc, on peut imaginer les tablettes in-store, on peut imaginer les kiosques que l'on a à l'entrée des magasins, etc. Si on fait un petit focus, pardon, vas-y Frédéric, je t'en prie. Oui, en fait, il y a un élément qui m'intéresse parce que finalement, je le vois assez peu présent chez les éditeurs de solutions, c'est ce terme de BI. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut mesurer la performance de son process. Et trop souvent, un certain nombre d'éditeurs vont présenter ce qu'on appelle des KPI, des rapports d'activité. Alors, je dis pas que ça sert à rien. Il est toujours intéressant de connaître finalement qui fait quoi, quand et comment. Mais au regard du métier, c'est assez peu intéressant. Et comme tu le précisais, le PIM aujourd'hui permet aussi de construire des process métiers. Et finalement, quand on regarde un petit peu sur ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit dans la supply chain, on va être soumis à des étapes de validation, des étapes de contrôle. Et c'est là que le BI est intéressant. C'est-à-dire, on va avoir la capacité à finalement détecter, j'aime toujours ce terme anglais qu'on appelle bottleneck, hein, c'est les points finalement où ça coince. Et lorsqu'on sort un produit, si on a un souci, il est fondamental pour le chef de projet, pour l'analyste, de savoir quels ont été les soucis. Et là, le BI, effectivement, est en train de vraiment changer la donne.
Et je le dis même au niveau du marché, vous allez voir cette année un certain nombre d'acquisitions-fusions. Euh, je reprendrai ne serait-ce que par exemple l'acquisition par Salesforce de Tableau il y a 18 mois. Donc il y a un certain nombre ces acteurs-là que tu précises, qui sont responsables de la data, de RP, de CRM, sont parfaitement conscients parce que l'expérience client, c'est aussi le retour et la mesure de la performance marketing. Absolument, merci pour ce complément d'information. Si je resitue ou je fais un zoom plutôt, un petit zoom sur le PIM, finalement, on va collecter de l'information de multisources. Ça va du data pool, on parle de GDSN, format GS1, on parle d'agrégateurs de contenu. On va avoir, tout à l'heure, tu parlais de, voilà, rapidement, on va passer du français à l'anglais et autres langues. Et on constate bien que de toute façon, là, en temps de pandémie, on travaille tous en remote. On a un marché français qui finalement n'est plus suffisant pour un certain nombre d'acteurs. Il faut aller à l'extérieur. Donc, on va pour permettre à des agences externes de collaborer dans un environnement contrôlé dans le PIM pour la partie traduction ou pour la partie visuelle pour les assets. On va bien évidemment hériter d'informations maîtres voilà, de l'ERP, d'informations de référence, type les prix, le stock par exemple, et puis le CRM. Et puis l'objectif, c'est d'enrichir tout ça, enrichir avec de la qualité, avec de la richesse d'informations et ensuite maintenir pour pouvoir toujours obtenir une vue à 360 degrés sur les données produits, mais pas que. C'est-à-dire on a les données produits en tant que telles, mais on a également les informations sur la marque. On peut également, dans le PIM, aller stocker des informations qui sont liées à la marque avec tous les assets digitaux appropriés et ensuite localiser tous ces éléments. On va par exemple avoir des sociétés qui sont distributeurs ou fabricants qui ont une marque sur l'Italie mais qui n'est pas présente en France et inversement. Et puis, on va publier en omnicommerce, encore une fois, ou en omnicanal, sur les sites web, le mobile, la signalisation digitale. Je vous parlais de kiosques tout à l'heure, les catalogues imprimés. Et bien évidemment, tu parlais de Marketplace et d'Amazon, la syndication qui devient de plus en plus importante. Non, c'est un très bon schéma là, qui est simple et qui montre très simplement les enjeux aujourd'hui pour une marque au regard du e-commerce. On a une démultiplication des points d'entrée. Voilà. Je dis toujours finalement, c'est que simplement tout à chacun, on est acteur et production de contenu simplement avec son smartphone. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est aussi un écosystème à intégrer. Et bien entendu, les canaux de sortie sont démultipliés, avec toujours avoir dans l'idée que l'idée, c'est pas d'aller reproduire une correction, comme tu le précisais, sur tous les points, c'est qu'on a une unique source de contenu, de référence de la data qui est le PIM, et c'est le rôle du PIM d'avoir cette capacité de mettre à jour cette information sur tous les canaux de sortie. Absolument. Sur les usages du PIM, on va trouver, finalement, tu parlais de KPI tout à l'heure. Là, on va trouver clairement la nécessité d'avoir un tableau de bord qui va nous permettre d'avoir une vue complète de l'activité, du cycle de vie du produit, du cycle de vie des assets, des éléments sur la richesse de l'information avec des taux de complétude que l'on va pouvoir mettre en place. Le tout a pour objectif, bien évidemment, de passer du PIM à de l'information intelligente avec une grande valeur commerciale, ce qui va permettre d'outiller les métiers, puisque la technologie est uniquement au service des hommes et pas le contraire, de permettre d'avoir voilà, des produits bien enrichis et un outil qui permet de gérer très facilement et très rapidement pour pouvoir offrir une meilleure expérience client. Ouais. Ces dashboards, juste une parenthèse, sont extrêmement importants aujourd'hui parce qu'on est dans un monde où il faut être en décision extrêmement rapide. Et ça, c'est une vraie tendance qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Donc là, vous avez effectivement un très beau dashboard où par rapport à un jeu de filtres relatif à un produit, une date, on va pouvoir tout de suite mesurer la performance et être en action et éventuellement relancer un processus, etc. Tout à fait. C'est exactement ça. Plus on a, je dirais, de visibilité avec le dashboard, au plus on va vouloir ouvrir l'accès
du PIM, hein, et donc c'est les nouveaux usages qu'on va trouver autour du PIM, c'est donner des accès en interne et en externe. Je parlais du cas d'application, cas d'usage assez classique de l'agence de traduction qui a besoin de faire son métier dans un environnement bien pratique où on peut voir voilà, les différentes versions du produit, les différentes versions de traduction et faire de la traduction en delta et d'économiser énormément d'argent en trad. On a également le besoin d'aller exposer cette information en push auprès de distributeurs ou de resellers. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le portail dans un environnement extrêmement contrôlé. Là, on l'a fait par catégorie de produits. On pourrait tout à fait le faire par marque. On pourrait le faire sur les produits et les services associés. On pourrait le configurer en fait pour répondre à un besoin d'aller exposer et pour que les distributeurs ou les retailers, les resellers puissent directement puiser l'information et la puiser à un instant T et avec synonyme de fraîcheur de l'information. Pour continuer, on a bien évidemment tout ce qui va être l'augmentation du panier moyen. On parle de jusqu'à 30% des revenus des boutiques en ligne proviennent des recommandations de produits. Finalement, c'est la recommandation on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure, mais la recommandation, c'est aussi une préparation que doivent faire les équipes métiers. C'est-à-dire le cross-sell, upsell, je parlais de shop de look par exemple, et à un moment donné, il va falloir être en capacité d'aller vite et de bénéficier d'outils qui vont vous permettre d'avoir du pré-packagé, c'est-à-dire par exemple un modèle de données pour le fashion qui pourrait être préconfiguré, un modèle de données pour le manufacturing qui pourrait être préconfiguré, qui sera bien évidemment adapté, mais où vous ne partez pas d'une boîte vide. Voilà, des modèles prêts à l'emploi et notamment pour pouvoir mettre en place rapidement des usages. On parlait tout à l'heure de PIM et de DAM. On a bien deux environnements au sein de la même plateforme pour Condenser. Parfois, c'est deux solutions qui peuvent être également intégrées. On a tout à fait le cas d'usage où le PIM s'intègre avec un DAM d'un autre éditeur. On va organiser les informations liées au produit. La modélisation objet va nous permettre, par exemple, pour citer la maison du whisky, on va gérer des whiskies, bien évidemment, des vins, des spiritueux. On va surtout gérer la partie whisky, spiritueux. Puis on va gérer aussi en fait des recettes, puisque la particularité, c'est d'aller proposer, par exemple, des cocktails. Donc, comment réaliser un cocktail? Donc, on va pouvoir stocker des ingrédients, on va pouvoir stocker la recette en question, et puis on va pouvoir aussi aller gérer, par exemple, des coffrets où on a une bouteille avec 2 verres. On va pouvoir imaginer aussi la gestion des awards, des récompenses. Donc, c'est vraiment une possibilité de se dire, aujourd'hui, je vais gérer mon produit et comment je vais étendre mon produit avec une offre à proposer, produit plus service. Les constructions d'assortiment, la gestion, bien évidemment, de l'automatisation des tâches, c'est-à-dire plus on peut automatiser les tâches manuelles, le plus grand compétiteur du PIM, c'est l'Excel. L'Excel, c'est source d'erreurs, source d'envoi par email, source de partage qui ne sont pas forcément optimisées. Donc, on va essayer d'automatiser tout ce qui est manuel pour redonner et revaloriser en fait les métiers pour avoir toute la partie storytelling et la partie création de cross-sell, upsell et la gestion des images. Sur la partie DAM, on va gérer tout type d'assets. On parle ici d'images, de PDF, donc je parlais de product sheet ou de fiches produits tout à l'heure en PDF, Word, Excel et j'en passe et des meilleurs. On a aussi la capacité, c'est ce qui va être très important pour la partie DAM, c'est de gérer les métadonnées. Frédéric en parlait, la composition de tags pour le SEO, d'aller appliquer des marques de découpe, de retailler à la volée, de pouvoir mettre des watermarks, de pouvoir partager un ensemble d'assets, par exemple sur un nouveau lancement produit, à une agence de presse ou à un support online, par exemple un magazine online, d'aller lui partager les assets pour qu'il puisse puiser et réaliser par exemple son article avec quelques illustrations et on pourra définir si on a droit à X download, 1 ou 2 ou 3 par exemple, ou de date à date. Et puis derrière, on va bien évidemment avoir un workflow qui va ajouter. Alors, ce qui est important aussi de signaler, parce qu'on a souvent la question d'un certain nombre de clients, comme tu l'évoquais, on a un jeu de métadonnées aujourd'hui qui est disponible dans le PIM. Il faut bien voir aussi que ce qu'on appelle le data model finalement du PIM, qui peut être plus ou moins complexe. Je travaille actuellement avec des clients, on a 700, 800 champs, d'autres on en a 1500. Oui.
je veux pas jouer le Salieri à Mozart qui trouvait qu'il y avait trop de notes chez Mozart. Et la problématique, elle n'est pas de savoir s'il y a trop de métadonnées. Le problème est de savoir si on a la bonne métadonnée pour décrire son environnement produit. Par contre, au niveau PIM et DAM, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, on va pas appliquer l'ensemble du modèle de données du PIM au DAM. On va être intelligent, c'est-à-dire que les deux systèmes vont cohabiter. L'intérêt du DAM, c'est quoi? C'est l'aspect visuel. C'est-à-dire qu'on va faire une recherche très facile, on retrouve ces informations, et ce qu'on très souvent on va faire, c'est qu'on va sélectionner, alors en termes techniques, ça va être le Global ID, le code EN, le nom du produit, des caractéristiques du produit, qu'on va pouvoir, qui sont présents dans le PIM, qu'on va pouvoir remonter également dans le DAM, afin pour les utilisateurs du DAM de donner accès effectivement à cette information. En tout cas, on a un jeu via ce qu'on appelle les services web, d'être extrêmement créatif. Tout à fait. Donc en fait, ça m'emmène tout particulièrement sur le côté le DAM. En fait, sans DAM, on a une dépense moyenne pour gérer des visuels, parce qu'on a voilà la possibilité de gérer dans des databanks, dans des Google Drive, etc. Les images, les photos, les vidéos, avec les duplicats que ça peut envisager, avec les droits sur des images qui peuvent être perdus et donc réutilisés, et surtout aller expliquer ou créer un storytelling sur la marque qui va nous permettre en fait de mettre en avant et de se différencier vis-à-vis des concurrents. On va également pouvoir taguer, donc on a parlé voilà des métadonnées, mais surtout avec l'héritage, ce qu'on va trouver dans le PIM. Quelques gains, Frédéric? Oui, bah, effectivement, à un moment donné, lorsqu'on va partir sur un projet de transformation digitale comme le PIM, couplé éventuellement à un DAM, un CMS, etc., on fait pas ça pour le plaisir, on le fait bien entendu pour accélérer son commerce et le rendre connecté. On parlait de KPI et de BI, donc bien entendu, il y a un moment donné, il va falloir retrouver un retour sur son investissement. Là aussi, je pense qu'il faut abattre quelques idées reçues. L'idée, c'est souvent, j'ai un certain nombre de clients qui me disent, c'est quoi le ROI, hein? C'est 3 mois, c'est 6 mois. Bon, je dirais que globalement, là où les choses peuvent être simples dans le DAM, qui est souvent un bon win-win au départ, hein, on va rassembler ses assets, mettre un peu de gouvernance dans tout ce qui est métadonnées. Le DAM peut être simple plus ou moins suivant la complexité des différents fonds. Le PIM, c'est un travail qui en tout cas pour moi est à un niveau au-dessus puisqu'il agrège la donnée de l'entreprise. Donc n'allez pas chercher un retour sur investissement. Dès qu'on a commencé le projet, c'est bon, dans 3 mois on a fini. Il faut prendre le temps. Il faut travailler à travers des ateliers de découverte, d'expression de besoin pour bien qualifier ce besoin. Et ça, c'est extrêmement important. Je vois quand même un certain nombre de clients où alors on se retrouve dans des cas où j'arrive dans des sociétés, il y a 2 DAM, il y a 3 PIM, c'est pas le but. Voilà. Et puis ça se termine par un WeTransfer avec un email. Bon, à un moment donné, il faut vraiment, si on veut être en tout cas productif, bien avoir ces notions en tête. Et là, on a quelques chiffres qui sont intéressants dans un cas d'usage avec les bonnes pratiques d'un PIM, où pratiquement entre 50 et 80% aujourd'hui, en tout cas, ont pu rationaliser leur process métier, et on l'a parfaitement compris, hein. Fruit de l'expression de besoin, fruit d'ateliers, on va pouvoir paramétrer l'ensemble des acteurs pour la validation d'un contenu. On peut facilement imaginer qu'on ira plus vite qu'un simple échange d'email ou de fiches Excel, comme tu l'évoquais. Le point important, bien entendu, c'est la réduction des coûts d'exploitation. Je dis toujours à un moment donné, si vous avez 3 DAM, il faut en mettre plus qu'un. Si vous avez 2 PIM, vous en consolidez avec un seul. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à éviter de démultiplier les efforts et aussi des risques d'erreur. L'amélioration de la qualité de la donnée, elle va de soi, hein. C'est-à-dire que on a trop souvent vu, et moi je l'ai vécu en tant que client dans la grande distribution, où quand même 80% du marché au niveau, par exemple, entre les agences et les clients font quand même des copier-coller dans Excel. Bon, évidemment, on peut pas attendre un bon résultat de ça. Le PIM, en tout cas, en termes de bonnes pratiques, a grandement amélioré. Et l'erreur n'est pas permise. Lorsque vous achetez votre produit sur Amazon, il faut qu'il soit au bon prix. Voilà. Et le dernier point, c'est bien entendu tout ce qui va être supervision de la gestion des langues. Alors là, c'est vraiment... Et on a vraiment aussi aujourd'hui de belles intégrations qui ont été faites.
alors parmi les technologies, je pourrais parler de DataWorks, de SDL, enfin tous ces acteurs qui à un moment donné aujourd'hui, au gré de l'expérience client, ont su mener des partnerships avec les éditeurs de PIM comme ContentServe et qui apportent une vraie plus-value dans la gestion des traductions. Donc finalement, pour offrir cette expérience produit ultimale, bien entendu, le PIM est forcément la bonne réponse. Très bien. Peut-être un dernier petit mot pour conclure cette partie. Je dirais qu'en fait, si on ajoute ça et qu'on remet ça au centre avec ce qu'on appelle voilà, les personas, les personas marketing. Le marketing, par exemple, va trouver toutes ces informations agrégées, centralisées et à jour et prêtes à être diffusées harmonieusement et totalement sur l'ensemble des canaux. Côté côté e-commerce, on va trouver une information claire et complète sur les produits. Et puis surtout, on va permettre à nos acheteurs d'acheter en toute confiance et surtout de faire des achats informés et de limiter leur retour. Et puis côté IT, on va donc ce sera mon dernier persona puisque ça illustre bien en fait les différents usages ou les différents utilisateurs classiques du PIM. C'est de dire voilà, on a des données qui sont structurantes, des données structurées au niveau du produit et des assets, et puis surtout parfaitement intégrées au SI. Tu parlais de deux PIM, trois dames, donc en fait on essaye d'en garder un pour faire les choses bien de bout en bout, et puis surtout automatiser avec voilà, des protocoles unifiés pour pouvoir syndiquer partout, publier partout. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que, je mets ça sous le couvert d'un peu d'une vérité générale. On sait tous que au niveau international, les clients peuvent avoir des entités business différentes parce que on a des process légaux différents, où à un moment donné on va être en connexion avec des systèmes de comptabilité qui font que voilà les gens veulent un peu siloter. Mais effectivement, la philosophie générale, c'est quand même d'avoir ce processus unique en évitant le silotage d'informations. Je reviendrai aussi toujours, moi je garde toujours, quand j'ai commencé le PIM en début des années 2000, notamment pour l'automatisation de catalogue en agence. Alors à l'époque, j'étais parti, c'était pas ContentServe, j'étais parti sur un PIM Core en open source, mais finalement peu importe, l'idée à la base c'était quoi? C'était exceptionnel de pouvoir se dire qu'on va pouvoir créer un catalogue print finalement, simplement en mettant à jour une information produit dans une interface web. Et je parle en 2005. Et là, au jour d'aujourd'hui, effectivement, et j'ai eu l'occasion l'année dernière, effectivement, de voir aussi les avancées. Et c'est vraiment important ce que vous avez pu apporter en termes d'ergonomie et d'intégration d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, le PIM est plus facile. Alors, on aura peut-être toujours à un moment donné un fichier Excel, mais ça, c'est pas grave. Le PIM, comme on l'a vu dans notre schéma, il peut parfaitement prévoir un script d'import parce que votre référence vous envoie un CSV. Comme on va pas supprimer un Google Drive du jour au lendemain, voilà, ça fait partie, on va dire, des pratiques. Et le PIM est extrêmement flexible pour ça. Voilà, le PIM n'est pas une contrainte. Le PIM, au contraire, c'est un moyen exceptionnel de pouvoir engager d'autant plus vos clients en agrégeant cette data et en apportant de la qualité à l'information. Très bonne conclusion, merci beaucoup. Quelques mots, tu parlais de blog de ContentServe, on a le blog d'activité. Oui, ouais, écoutez, c'est toujours le meilleur moyen finalement, c'est toujours d'échanger. C'est ce que je dis un petit peu souvent, c'est essayer de se coucher le soir en apprenant quelque chose de plus. Et alors nous, de notre côté, on essaye avec notre approche agnostique, effectivement, au gré de témoignages clients, de relater des expériences vraiment de l'écosystème digital, de la transformation digitale. D'être aussi de temps en temps de remonter de l'expérience client. Je dis toujours, la plupart des éditeurs ont toujours aussi des éléments à évoluer. Il y a 23 ans, notre ami Steve Jobs disait qu'effectivement, on crée pas des fonctionnalités puis on essaye de les vendre. On comprend le besoin client et on les remonte au niveau de la R&D d'un éditeur pour offrir cette expérience client. Donc voilà, c'est un des témoignages, mais je crois que de votre côté aussi, c'est sur la slide suivante. Bon là, c'est quelques liens pour nous retrouver, très simplement, les sites web. Voilà. Ce qui est intéressant, je crois que c'est ce qu'on va avoir aussi après avec le blog de ContentServe, d'ailleurs que tu peux nous montrer, c'est que finalement, ce que je vois comme évolution durant ces dernières années, c'est que finalement les éditeurs et puis ceux qui font du conseil comme nous, on essaye de se mettre à la place des clients. C'est-à-dire que le meilleur moyen finalement de comprendre l'expérience client, c'est de la vivre avec eux, de produire du contenu. Et là aussi, je sais que nous, de notre côté,
pour produire son contenu sur le site, on a un CRM, on a une base de données, et puis c'est véritablement comme ça qu'on arrive à être le témoin d'une bonne expérience. Je suis entièrement d'accord, je partage. Voilà. Et voilà, je dirais que les blogs de Content Serve également, on est tout à fait preneur de nouvelles thématiques, puisqu'on est assez créatif, aussi bien chez Activo que chez Content Serve en termes voilà, de contenu, mais on est également intéressé par voilà, les nouvelles tendances et ce que vous pourriez partager. Ça me permet en fait de vous partager nos coordonnées avec Frédéric et surtout de vous dire qu'on sera pendant les 2 jours, là, les 2 et 3 février, sur l'espace networking. Donc, n'hésitez pas à passer. De l'équipe Content Serve sera à votre disposition, Alexia, Andrés, par exemple, qui pourront répondre à vos questions, prendre un rendez-vous si vous souhaitez en savoir plus. Ben voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. J'espère qu'en tout cas, cette séance vous aura éclairé, suscité. Aujourd'hui, on est dans un contexte, on le sait, compliqué. Mais comme disait notre JFK, John Fitzgerald Kennedy, finalement, le mot crise en chinois veut dire, effectivement, il y a une notion de crise, mais il y a aussi une notion d'opportunité. Et je crois qu'il n'a jamais été autant, en tout cas, le temps d'engager cette transformation. Alors certains diront qu'il est au niveau des grands industriels, quelquefois, notamment, vous avez pu voir dans l'actualité, la Chine est en avance, etc. Il est jamais trop tard. Et à un moment donné, mais par contre, effectivement, c'est vraiment le moment d'engager cette transformation. Et on peut le voir finalement au quotidien, au gré des médias. Le e-commerce a pris une envolée et on verra que cette année encore, je pense que la progression sera encore plus grande. Et vous avez le bonheur, contrairement à moi dans les débuts des années 2000 où j'étais avec des outils qui étaient plus faits pour des informaticiens ou des développeurs, aujourd'hui on a quand même accès à des outils extrêmement ludiques, simples et qui maximisent le retour sur investissement. Full web, full SaaS, et qui sont Voilà. agiles et à votre disposition. Absolument. Et je crois Merci. que d'ailleurs, sur votre site, vous avez le moyen on va faire un petit peu de publicité, mais le moyen de pouvoir tester votre solution, on va dire, free of charge. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, il y a des free trials. Voilà. C'est pas la promo du jour parce que c'est gratuit tous les jours. Le test est gratuit. L'usage l'est un peu moins. Merci beaucoup, Frédéric, en tout cas, d'avoir partagé cette séance sur Team. Et merci à tous, en tout cas, pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas surtout à partager, Voilà. Au revoir. Au revoir. La presse au futur, All for Content, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.